Eh bien, merci de votre présence. Et pour la deuxième conférence de cette journée, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Boivrin, qui est responsable technique audit formation à IFBM, mais qui va se présenter plus en détail et qui va nous parler de quelle qualité de malt pour produire une bière artisanale de qualité et sans problème de procédé. Hop, allez-y. Ok. Donc, bonjour. Ma conférence va concerner la qualité du malt. Donc, quelques mots pour me présenter. Donc, ça fait plus de 30 ans que je suis à IFBM, dont 25 ans comme directeur de recherche, donc comme scientifique. Ces dernières années, je suis formateur. Donc, je transfère mon savoir maintenant aux autres personnes. Et aujourd'hui, je suis aussi brasseur associé à la brasserie diepoise. Donc, vous voyez pourquoi je fais très attention à la qualité du malt, parce que je sais que la qualité du malt va impacter la qualité de ma bière. Et ma conférence va être sur la qualité du malt. Quelle qualité le brasseur artisanal doit exiger des malteurs, excusez-moi. Donc, composition, on regardera un petit peu la composition de l'orge, parce que c'est important de savoir qu'est-ce que contient l'orge, parce que tout ce que contient l'orge, on va le retrouver dans la bière, d'où l'utilisation d'orge brassicole. On verra leur impact sur la bière. Quelques mots sur le maltage, hein, c'est pas une conférence sur le maltage, mais le maltage est important parce que l'objectif du maltage, c'est de produire des enzymes. Enzymes que le brasseur a besoin derrière pour la fabrication de sa bière. Ensuite, je détaillerai le malt en différentes fonctions. Le cahier des charges, quel cahier des charges le brasseur artisanal doit demander au malteur. Voilà, on a une exigence, on est un client, on doit exiger une qualité de notre malt parce que cette qualité-là va se répercuter sur la qualité finale de la bière. Et aussi, je vais finir quelques mots sur le malt aromatique. Donc j'ai décidé de supprimer le mot de malt coloré. Et maintenant, ça s'appelle du malt aromatique parce que quand j'achète du malt chocolat, je veux avoir des notes de chocolat dans ma bière. Et la couleur, je sais l'adapter. Par contre, si le malt chocolat a des teneurs des arômes de brûlé, je vais retrouver les arômes de brûlé dans la bière. Donc vous voyez, aujourd'hui, ça s'appelle un malt aromatique et puis un malt coloré. Et ça, aujourd'hui, j'y suis assez sensible. Donc, excusez-moi. Donc, on part de l'orge. Donc, l'orge, je vais mettre comme ça va être plus simple. Donc, l'orge, c'est quoi? C'est une céréale qui a une enveloppe. Donc, l'enveloppe, très importante pour le brasseur, parce que l'enveloppe, c'est ce qui va permettre la filtration de la mèche. C'est pour ça qu'en brasserie, on n'utilise pas du blé. On utilise de l'orge, et l'orge est très fonctionnelle. L'orge va être remplie d'amidon, donc qui va donner par la suite l'alcool. Au cours du maltage, le job du malteur, c'est un job de production naturelle d'enzymes. Voilà, enzymes qui vont servir au cours du maltage à rendre mon grain friable. Et d'où mon malt, c'est quoi? C'est toujours de l'amidon. C'est un composé rempli d'enzymes qui va être utilisé ensuite au cours de la brasserie, puisque les enzymes qui vont être produites au cours du maltage, dont les amylases, c'est ce qui va permettre de couper l'amidon en sucre, donc très important. Donc vous voyez que quand j'achète du malt, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'amidon et d'avoir des enzymes. Et si j'ai peu d'enzymes dans le malt, je ne vous dis pas que les sucres derrière vont être mal produits. Donc ensuite, au brassage et dans la cuve matière, je vais produire des sucres fermentés cibles et non fermentés cibles, grâce aux amylases que le malteur a produit pour moi de façon naturelle. Ça, c'est très important. Cet aspect naturel aujourd'hui du maltage, c'est quelque chose d'important parce que le consommateur veut des produits naturels. Donc le malteur, son job, c'est de me produire de façon naturelle des enzymes, voilà, et pas forcément en acheter des fournisseurs d'enzymes. Ensuite, ma levure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser les sucres fermentés cibles, uniquement les sucres fermentés cibles, pour produire de l'alcool et du gaz carbonique. Donc vous voyez pourquoi avant, la malterie était dans la cour de la brasserie. Chez Météor, donc la semaine dernière, j'étais chez Météor. Donc avant, dans les années 1970, la malterie était dans la cour de la brasserie parce qu'on part de l'orge, on fait du malt et ensuite on fait de la bière. D'où il y a une interaction très étroite entre l'orge, le malt et la bière. Donc aujourd'hui, moi en tant que brasseur, si je suis brasseur, il faut que le malt corresponde à mes exigences pour, à la fin, produire une bière de qualité. Donc, pour faire une bonne bière, c'est simple, il me faut un bon malt. Je peux vous assurer que si le malt est de mauvaise qualité, la bière sera de mauvaise qualité, quoi qu'on fasse.
Donc, très important. Et pour le malteur, s'il veut produire un bon malt, il est obligé de partir d'une orge de qualité. On ne fait pas de malt avec des orges fourragères. Ça, c'est fait pour la destination de l'alimentation animale. Donc, orge de brasserie. Donc, voilà mon orge. Vous voyez, caractéristique de mon orge très importante pour le brasseur. Mon orge contient des enveloppes qui va servir à la filtration de la mèche. Donc, si le malt, par soit choix des variétés, soit par le maltage, perd ses enveloppes, je vais avoir des problèmes de filtration. Et quand j'utilise du blé à faible quantité, le blé n'a pas d'enveloppe, donc je vais avoir des problèmes de filtration. Donc quand je fais des bières blanches, il y a toujours ce malt, au moins 50% qui est là, pour avoir cette structure des enveloppes qui va servir au niveau de la filtration de la mèche. Évidemment, si je suis brasseur et que le concassage du malt, je le fais trop finement, je vais casser les enveloppes en petits morceaux, et là, c'est plus la faute du malteur, c'est ma faute. Donc, je dois faire très attention au concassage. Donc, en France, on va avoir des orges de printemps et des orges d'hiver. Donc, les orges d'hiver sont semées actuellement, et on va récolter ça fin juin, début juillet. Et je vais avoir des orges de printemps que je vais semer après l'hiver. Donc, il y a la différence de qualité entre les orges d'hiver et les orges de printemps. Donc, c'est vrai que le malt de printemps est légèrement mieux en qualité que l'orge d'hiver, sauf qu'aujourd'hui en France, on a des très bonnes variétés d'orge d'hiver. Donc moi, en tant que brasseur artisan, je peux utiliser soit du malt d'hiver, soit du malt de printemps. C'est-à-dire que j'ai aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'il soit de qualité. Donc après, aujourd'hui, je ne me fais pas de souci d'utiliser du malt d'hiver. Donc ça, c'est plutôt les Allemands qui n'aiment pas trop utiliser du malt d'hiver. Il faut savoir que l'orge d'hiver, c'est vraiment la spécificité française. Donc, mais moi, en tant que brasseur artisan, si je prends la casquette de brasseur artisan, je peux utiliser du malt d'hiver. Donc ensuite, je vais avoir du malt à 2 rangs et du malt à 6 rangs, quand vous voyez sur cette photo-là. Donc c'est le nombre de grains que je vais avoir sur mon épi. Donc en France, on va avoir principalement du malt de l'orge d'hiver à 6 rangs et principalement de l'orge de printemps à 2 rangs. On a très peu d'orge d'hiver à 2 rangs. Donc voilà, vous avez une plaquette. Donc, il faut savoir que toutes les nouvelles variétés d'orge de brasserie sont testées à IFBM. Voilà. Et c'est à IFBM qu'on va décider si la qualité est brassicole et non brassicole. Ensuite, ces nouvelles variétés-là vont rentrer en compétition et l'agriculteur doit utiliser forcément que des variétés sur cette plaquette-là parce qu'au moins, on est sûr de la génétique, que derrière, on est sûr de faire un malt de qualité et une bière de qualité. Donc, vous voyez qu'on a des orges d'hiver. Étincelle, Isocèle, Faro. On a des orges de printemps, donc Planète, Fentex, Lauréate et autres. Donc ensuite, le malteur, si je parle du malteur artisan, il peut choisir parmi les variétés qui sont passées à IFBM des variétés de cette plaquette-là ou des plaquettes précédentes. Ce qui est important, c'est qu'ils choisissent des variétés génétiquement, on va dire, brassicoles. Je ne recommande pas d'utiliser des anciennes variétés. Je sais que c'est à la mode aujourd'hui d'utiliser des anciennes variétés fourragères. Déjà, ce n'est pas écologique parce que le rendement au niveau agro ne va pas être terrible. Moi, en tant que malteur, je vais être obligé de faire 5-6 sous-eau. Et en tant que brasseur, je vais avoir des problèmes partout. Donc, on n'utilise que des variétés qui ont été testées chez nous, qui sont brassicoles. Au moins pour utiliser moins d'eau, donc en malterie, et au moins pour m'assurer à la fin d'avoir une bière de qualité. Donc ce qui va m'intéresser, c'est quand j'achète du malt, hiver-printemps, que c'est du malt d'orge brassicole et pas d'orge fourragère. Donc je sais que c'est à la mode aujourd'hui. Là, je vous le déconseille fortement parce qu'on va avoir des problèmes en brasserie. Donc mon orge, c'est quoi? Donc l'enveloppe, je vous en ai parlé. Donc cette partie importante qui recouvre le grain d'orge qui va me servir moi en brasserie pour la filtration de la mèche. Ensuite, à l'intérieur, vous voyez, j'ai des granules d'amidon, des gros granules d'amidon, des petits granules d'amidon. J'ai à peu près 90% de gros granules d'amidon, de petits granules d'amidon. On verra ce que ça devient après. J'ai des protéines, 9,5, 11,5 à l'intérieur qui va recouvrir mes granules d'amidon. Et ensuite, j'ai des fibres. Bon, en brasserie, les fibres, on n'aime pas parce que ça pose des problèmes de viscosité, ça pose des problèmes de filtration. Donc les fibres, c'est bien, je veux dire, pour la nourriture. En brasserie, on n'aime pas trop. Donc une orge brassicole, ça sera une orge dont la teneur en amidon
sera au maximum, dont la teneur en protéines sera 9,5, 11,5, je reviendrai derrière pourquoi, et très faible en fibres. Voilà ce qu'est une orge de brasserie. Évidemment, une orge de brasserie, elle doit germer, puisque c'est la germination derrière qui va permettre la production d'enzymes. Donc une orge qui germe mal donnera un mauvais malt. Donc une orge de mauvaise qualité, évidemment, on ne peut pas la rattraper, donnera un malt de mauvaise qualité. Donc ça, c'est aux malteurs. Bon, les malteurs industriels, je ne fais pas de soucis pour eux, ça. Donc les malteurs artisans, ils doivent choisir des variétés d'orge brassicoles et qui germent correctement, sinon leur malt sera de mauvaise qualité. Ça, c'est le point de départ. Donc mes enveloppes, je vous l'ai dit, vous voyez, filtration, perméabilité de ma couche filtrante. Voilà à quoi ça sert. Donc moi, en tant que brasseur, j'ai intérêt de ne pas faire une mouture trop fine, parce que je ne vous dis pas la perméabilité selon la loi de Darcy, ça ne va pas être terrible. Et je vais passer 5-6 heures devant ma cuve filtre. Et ce n'est pas le malteur qu'on est responsable, c'est moi. Donc j'y fais attention. La nature me l'a donné pour filtrer de façon naturelle ma mèche, donc j'y fais attention. Donc faites attention à votre mouture. Mouture trop fine, pas terrible. Ensuite, j'ai mon amidon. Gros granule, petit granule, on verra un petit peu après. Donc 65 à 70%. Donc c'est quoi l'amidon? C'est un polymère de glucose. Donc qu'est-ce que va me donner ce polymère de glucose? Donc de l'extrait, extrait fermentescible qui va être transformé ensuite en alcool par ma levure, extrait non fermentescible qui va donner la rondeur de ma bière. Donc ensuite, c'est moi en tant que brasseur qui va permettre de pouvoir modifier ce ratio fermentescible, non fermentescible. Donc c'est moi qui va décider de la rondeur de ma bière. Donc n'oubliez pas qu'il est interdit en France d'utiliser du lactose, sauf sur les milk stout. Si j'utilise du maltose, c'est que je suis un mauvais brasseur. Donc je décide de mon ratio fermentescible, non fermentescible lors de la macération, grâce aux enzymes que le malteur m'a produit. Donc ensuite, vous voyez, vous avez des gros granules, des petits granules. Les petits granules d'amidon, ils vont rester dans les drèches. Ils ne donnent pas d'extrait. Et regardez ce tableau-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? À un moment, cet amidon-là, quand vous faites cuire des pâtes, vous l'empesez. Et 2021-2020, à quelle température ça s'empèse? 65, 66, 67 degrés. Donc en brasserie, en fonction de cette information-là que le malteur me donne, je sais que je dois avoir un palier à 66. Et ce n'est pas 64. 64, c'était en 2014, et ni 61. Donc cette année dernière, c'est 66. Donc j'ai un palier à 66. Si vous ne respectez pas ça, évidemment que vos enzymes vont mal agir. Donc derrière, vous aurez des problèmes d'extrait. Donc lui, le malteur qui doit vous donner, c'est l'information, quelle est la température d'empesage de l'amidon. Et ensuite, c'est au brasseur de respecter ce palier-là et de respecter la température. Donc je ne vous dis pas si vos thermomètres sont mal réglés, que vos extraits, ça ne va pas être terrible. Et là, ce n'est pas la faute du malteur, c'est la faute du brasseur. Ensuite, j'ai des bêta-glucanes, donc c'est très bien de manger des bêta-glucanes. En brasserie, on n'aime pas. Bêta-glucane, bon, c'est aussi un polymère de glucose, mais ils sont pas liés de la même façon. C'est responsable de la viscosité et c'est responsable de problèmes de filtration. Donc ça veut dire que sur le malt que je vais demander au malteur, je vais lui demander un niveau de bêta-glucane très faible. Donc on verra dans le cahier des charges. Voilà, dans l'orge, j'en ai entre 3 à 5%, 6%, ça dépend, qui est un polymère de glucose. J'ai aussi des pentosanes qui sont des fibres, la même chose, les pentosanes qui sont dans l'orge, problème de viscosité, problème de filtration, et ça peut m'aider aussi parce que les pentosanes contiennent de l'acide férulique et ça peut me donner le goût de clou de girofle et phénolique dans ma bière. Donc vous voyez que ce composé-là qui peut être négatif en rouge, en vert, ça peut être intéressant. Donc il va falloir, au cours du brassage, savoir ce que je veux. Est-ce que je veux un goût phénolique ou est-ce que je ne veux pas de goût phénolique? Donc ça va être aussi mon brassage qui va me le permettre. Donc dans les orges, il y a entre 6 à 10% de pentosane. Il ne faut pas que j'en ai plus parce qu'après je vais avoir des problèmes de filtration. Il faut savoir que le blé et le seigle, c'est très riche en pentosane. C'est pour ça que parfois quand on brasse avec du blé et du seigle, on a des problèmes de filtration dus à ces teneurs élevées en pentosane. Donc ensuite, j'ai mes protéines. Voilà, 9,5, 11,5. Dans l'orge, j'ai des protéines qui vont être impliquées dans la mousse. C'est pour ça que
quand je reçois du malt, il faut au moins que le niveau de protéines soit à 9,5, sinon je ne vous dis pas, la mousse, ça ne va pas être terrible. Ensuite, si j'ai trop de protéines, je vais avoir des bières qui vont trop troubler. Donc vous voyez pourquoi il ne faut pas que la teneur en protéines soit supérieure à 11,5. Toutes mes enzymes que le malteur va produire sont des protéines. Donc si je pars d'une orge à 8%, vous voyez des orges bio à 8% de protéines, vous n'attendez pas d'avoir une bière avec une belle mousse et derrière de l'extrait, ça ne marchera pas. Donc vous voyez, il y a du positif et du négatif. Donc il y a beaucoup plus de positif sur les protéines, mais si le niveau de protéines dans le malt est trop élevé, je vais avoir des problèmes de trouble et aussi des problèmes de filtration. Donc vous voyez, dans le cahier des charges, je mets 11,5. Allez, parfois, certaines années, je peux être sympa avec le malteur en disant j'accepte 12 parce que la nature a fait que les orges qui sont cultivées sont à des niveaux de protéines un peu plus élevés. Je peux descendre un petit peu plus bas, mais jamais en dessous de 9. Parce que là, je peux vous assurer que la mousse, vous pourrez la chercher. Hein. Et n'oubliez pas que le consommateur, la qualité d'une bière, c'est visuel, c'est la mousse. Ensuite, j'ai des lipides. Donc, ma levure a besoin d'un petit peu de lipides. Vous voyez ce petit trait vert ici, pas de trop. Mes lipides, ils peuvent être oxydés, ils peuvent donner des goûts d'oxydation. Et les lipides, c'est pas bon pour la mousse. Hein. Bon, là, le malteur n'y est pour rien. Il y a 2-3% de lipides. Bon, il y a une enzyme sur laquelle il peut travailler. Là, c'est au brasseur d'éliminer au maximum les lipides. Donc, il va les éliminer au cours de la filtration de la mèche. Donc, le mou qui sort de ma filtration de la mèche, il doit être brillant. Sinon, il est bourré de lipides. Et je ne vous dis pas derrière, oxydation, teneur en lipides, et dans le trobe. C'est là les deux étapes où le brasseur va éliminer les lipides. Hein, vous voyez, j'en ai 2-3%. Ma levure, elle en veut 0,1-0,2%. Donc, vous voyez, il y a toujours une interaction entre le malt et le brasseur. Tout n'est pas forcément de la faute du malteur. Donc, vous voyez, il y a un partage à faire. Donc, c'est savoir. Donc, évidemment que si le brasseur ne travaille pas correctement, on peut lui fournir un malt de qualité. La bière ne sera pas de qualité. Là, le malteur n'en est pas du tout responsable. Donc, le maltage, ça consiste à quoi? Déjà, à partir des orges brassicoles, à la bonne teneur en protéines. Vous voyez, 9,5, 11,5, sinon, derrière, ça ne va pas le faire. Ensuite, je dois nettoyer mon orge parce que je ne rentre pas de cochonnerie dans ma cuve de trempe. Hein. Je dois la calibrer parce que moi, en tant que brasseur, je veux le maximum de gros grains parce que dans les petits grains, il y a moins d'amidon. Ensuite, je vais faire tremper mon orge pour initier la germination, d'où l'intérêt d'avoir des orges qui germent bien. Hein. Des orges qui germent bien, hein, c'est 95-100% de germination, pas moins. Ensuite, je m'en vais en germination, je suis à 42-43% de production. C'est là où je vais produire des enzymes. Donc, toutes les enzymes qui vont être nécessaires à dégrader mes grosses molécules sont produites au cours de la germination. Ensuite, au bout de 4-5 jours, je sèche doucement, je commence à 50-85 degrés pour faire mon malt blond. Là, en tant que malteur, je dois faire attention à ne pas chauffer trop, sinon je vais détruire les enzymes. Hein. Donc, et l'humidité du malt doit être aux alentours de 4,5. Hein. Moi, quand j'achète du malt, mon objectif, c'est 4,5. Si c'est 5,5, c'est-à-dire que j'achète de l'eau. Et ça veut dire aussi que le malteur, il a mal tout rayé. Donc, ça donne une indication. Et si le malt est trop sec, ça veut dire que le malteur a trop tout rayé et peut-être qu'il m'a détruit trop d'enzymes. Donc ensuite, j'enlève les radicelles, parce que les radicelles, ça donne des faux goûts à la bière. Et ensuite, empaquetage. Donc voilà le processus de maltage à peu près 8 jours. Donc il y a un processus qui doit être sous contrôle de température, parce que j'ai un ennemi sur les orges qui est les moisissures. Et je ne vous dis pas si je développe des moisissures au cours du process de maltage, parce que mes températures ne sont pas contrôlées. Et température contrôlée, c'est 16-18. Hein. Au-dessus, les moisissures, elles se développent. Donc le métier de malteur, il n'est pas si facile que ça. Donc évidemment qu'un malteur qui fait du malt, un malteur artisan qui fait du malt sans contrôle de température, je vous déconseille fortement d'acheter le malt. Parce que là, je peux vous assurer que vous allez à la catastrophe. Donc voilà ce qui va se passer au cours du maltage. Donc vous voyez les granules d'amidon qui sont encapsulés dans des parois qui contiennent principalement des bêta-glucanes. Au cours du maltage, les bêta-glucanases vont agir et vous voyez, ça va libérer mes granules d'amidon. C'est pour ça qu'un malt est friable. Donc, si vous concassez de l'orge, vous verrez que c'est très dur. Si vous concassez du malt, c'est très friable. Il suffit de croquer. Hein.
Si vous croquez du malt, il est dur. Là, vous pouvez dire, OK, le malt, il n'est pas terrible. Uniquement avec ses dents. Donc ensuite, voilà, ma germination, quand le malteur fait germer, vous voyez, via l'intermédiaire de l'embryon, via de l'eau, via de l'air, j'ai une production d'enzymes, vous voyez, de façon naturelle, hein, j'ai besoin d'eau et d'air, et de façon naturelle. Et ça remonte à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Quand on faisait de la bière 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'est exactement le même processus. À cette époque-là, ils utilisaient des orges qui germaient au sol, qui ont fait des bouillies. Hop, les bouillies sont devenues sucrées. Ils ont laissé cette bouillie sucrée à l'air libre et ils ont fait des gueuses. Voilà comment est née la bière. Aujourd'hui, on fait toujours de la même façon. On fait germer notre orge pour produire des enzymes. Donc, enzymes certaines qui vont agir au cours du maltage, d'autres enzymes qui vont agir au cours du brassage en fonction des paliers de température, définies en fonction de ciseaux différents parce que mes enzymes sont hyper spécifiques. Une amylase n'ira jamais attaquer les protéines. Et une protéase n'ira jamais attaquer de l'amidon. Donc voilà, donc mon malt, voilà, ça va être des enzymes. Donc maintenant, ce qui est intéressant pour le brasseur, c'est de savoir à quelle température les enzymes que le malteur m'a produit vont travailler. Ben, vous voyez qu'ici, le palier, quand vous faites le palier à 65, 66, parce que l'amidon s'est empesé, ce palier-là, il y a une enzyme cruciale qui s'appelle la bêta-amylase qui va me produire le maltose. Donc le palier à 65, c'est le palier de fabrication du maltose. Et mes enzymes, n'oubliez pas, ne travaillent qu'une fois que l'amidon a été empesé. Donc, et cette année, il s'empèse à 66. Vous voyez, 66, je commence à un petit peu être au-dessus de la bêta-amylase. Ensuite, si je monte au palier de 72, où là, l'alpha-amylase va travailler, vous voyez, elle fait des dextrines. Donc moi, en tant que brasseur, en sachant que ça, je vais pouvoir régler mes températures pour faire plus ou moins de sucre fermenté cible. Donc je n'ai pas besoin d'ajouter du lactose dans ma bière pour faire du corps. Vous voyez, dextrine, grosse molécule de sucre, pas utilisée par la levure. Et ça, c'est le malteur qui vous le donne. Donc évidemment que si vos paliers de température ne sont pas bons, si vos thermomètres ne sont pas réglés, le malteur, il est pour rien pour vous. Hein. Donc, mon amidon, donc je vais l'hydrater, je vais l'empeser cette année à 65-66. Je vais faire un palier à 65-66 pendant 20-30 minutes, où là, principalement, la bêta-amylase fournie par le malteur va me faire les sucres fermentés cibles. Au bout de 20-30 minutes, la bêta-amylase, comme elle ne travaille plus, tac, je monte à 72. Et là, l'alpha-amylase va travailler à 100%, et c'est le palier de dextrine. Et pour savoir si tout est bon, je fais le test à l'iode. Et si c'est bleu, ça veut dire que c'est pas bon. Et souvent, peut-être que le pH n'était pas bon, ou peut-être que les températures n'étaient pas bonnes. Donc, évidemment, donc là, ce qu'il va falloir que je demande au malteur, c'est suffisamment d'enzymes, d'amylase. Donc, on verra comment, sur le cahier des charges, je vais m'assurer que le malteur m'apporte beaucoup d'amylase. N'oubliez pas que si l'orge germe mal, moins d'enzymes. Hein. Donc, ensuite, les bêta-glucanases, donc que j'aime pas parce que ça pose des problèmes de filtration, c'est le job du malteur de les dégrader. Vous voyez, ici, sur cette photo-là, vous voyez sur l'orge, les parois sont présentes. Et ici, sur le malt, si le malteur a bien travaillé, grâce à la synthèse de bêta-glucanase qui s'est fait au cours de la germination, il dégrade les bêta-glucanes. Et moi, je vais lui imposer un niveau minimum de bêta-glucane dans le malt. Hein. Si le niveau est trop élevé, j'aurai des problèmes de filtration. Donc ça, c'est le job du malteur. Si le niveau de bêta-glucane est mauvais, c'est-à-dire que soit il a commencé avec des orges de mauvaise qualité qui ne germaient pas, soit son process n'est pas sous contrôle. Donc, et ensuite, vous voyez que si moi je veux faire travailler un peu les bêta-glucanases que le malteur m'a donné, parce qu'il en reste encore dans le malt, vous voyez, palier 45-50 degrés. Parce qu'à 65, ces enzymes-là ne travaillent pas. Donc, je le sais. Donc, vous voyez, en fonction de mes paliers, je vais faire, en fonction des enzymes que le malteur va me donner, en fonction de à quelle température, si je veux les faire travailler ou pas, je vais régler mon palier. Vous voyez ici, 45-50, je sais que les bêta-glucanases vont agir. Donc, si le malt est un peu moins bon en qualité, je fais ce palier-là et ça va passer. Donc, ensuite, les pentosanes, très peu dégradés au cours du maltage. Le malteur me fait des pentosanes, donc j'aurai le même niveau de pentosane dans l'orge que dans le malt. Et la même chose, si derrière,
je veux dégrader les pentosanes, je fais un palier à 45-50. N'oubliez pas que le seigle, il est bourré de pentosane, le blé est bourré de pentosane. Donc si vous faites des bières avec du seigle et du blé, je vous conseille fortement de faire le palier à 45-50 degrés. Donc je vous déconseille d'utiliser, le brassage à l'anglaise, où ils font que des paliers à 65 degrés, parce que là, je ne vous dis pas, ça ne va pas être terrible. Et ce n'est pas la faute du malteur. Donc ensuite, l'azote aminé libre, c'est quoi? C'est l'azote nécessaire à ma levure. Et ça, la même chose, 90%, voire 100%, c'est le malteur qui, au cours du maltage, me fournit l'azote. Donc c'est en dégradant les protéines, une partie des protéines, qui va me donner de l'azote aminé libre. Ça, c'est nécessaire à la fermentation de ma levure. Évidemment que si j'en ai pas assez, je vais avoir des problèmes de fermentation. Donc je vais demander au malteur un niveau minimum d'azote aminé libre dans son malt. Et c'est au malteur, c'est son job, c'est pas le mien. Bon, après, s'il m'en donne pas assez, vous voyez, qu'est-ce que je peux faire? Ces enzymes-là, certaines agissent à 50 degrés. Donc, si je fais un palier 50 degrés, vous voyez, je vais produire un peu plus d'azote aminé libre. Mais si je fais un palier trop long à 50 degrés, je vais dégrader les protéines de la mousse. Donc, je ne fais pas n'importe quoi. Si je le fais, c'est 15-20 minutes, pas plus. Sinon, je ne vous dis pas, la mousse, pas terrible. Donc, vous voyez, ça se maîtrise, ça. Hein. Ensuite, j'ai une enzyme qui s'appelle la lipoxygénase, qui va oxyder les lipides, qui va donner le goût de papier carton à la bière, pas terrible pour l'épice. Ensuite, milieu, miel, et ensuite, madère. Là, c'est au malteur. Quand il fait son palier à 85 degrés, il va me la détruire à 90-95%. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander au malteur, as-tu fait ton palier à 85 degrés pendant 2-3 heures pour m'assurer que cette enzyme-là, elle n'est plus là, ou très faible. Bon, si je fais des bières ambrées avec des maltes colorés, tout ça, ça cache. Je ne les vois pas. Mais le jour où vous allez faire une bière blonde, je ne vous dis pas, au bout de 15 jours, un mois, la bière blonde va sentir le papier carton. Bon, le papier carton, ce n'est pas forcément agréable. Ça va devenir mielleux. Vous voyez, on dit, oh, la bière, elle est bonne, elle est mielleuse. Non, elle est mielleuse parce qu'il y a un problème d'oxydation et ça finit par le mal d'air. Un peu comme le vin blanc. Donc là, je dis au malteur, as-tu bien fait ton palier à 85 degrés pendant 3 heures pour m'assurer que tu ne m'as pas mis trop de cette enzyme-là qui vont oxyder ma bière. Vous voyez que c'est pour ça qu'aussi que le palier à 45-50 degrés, je ne fais pas trop parce que vous voyez que la lipoxygénase, elle agit. Donc pour éviter qu'elle agisse, j'évite de rentrer de l'oxygène à ce palier-là. Donc je ne tourne pas à toute vitesse pour faire du vortex, tout doux, pour éviter de rentrer de l'oxygène parce que cette enzyme-là, elle travaille en présence d'oxygène. Voilà. D'où, vous voyez, avec tout ce que je viens de vous dire, en brasserie, je vais avoir 3 paliers importants. Le palier à 45-50 où mes protéases vont agir, mes bêta-glucanases vont agir, mes pentosanases vont agir pour diminuer la viscosité. Et vous voyez, c'est aussi un palier où je peux faire de l'acide furulique. L'acide furulique, c'est ce qui va me donner le goût de clou de girofle à ma bière. Vous voyez, c'est à 50, mais pas trop. Pas trop, parce que si je fais un palier à 50 trop important, mes protéases peuvent attaquer les protéines de la mousse. Donc 15-20 minutes. Ensuite, je monte. Voilà, si je suis à la Continentale, je monte cette année à 65-66 pour empeser mes granules d'amidon. Ensuite, je reste ici pendant 20-30 minutes où mes 3 enzymes vont agir et principalement la bêta-amylase qui va me faire les sucres fermentescibles. Au bout de 30 minutes, je sais que la bêta-amylase, elle ne travaille plus. Tac, je monte à 72. Là, l'alpha-amylase continue. Et ensuite, je fais le test à l'iode. Vous voyez que en brassage, je respecte les paliers de température que le malteur m'a donné sur les enzymes. Et la bêta-amylase, elle travaille à 5,4. Donc, il va falloir aussi que je puisse contrôler le pH de ma mèche. Et si votre pH est à 5,8, 5,9, je ne vous dis pas, ce n'est pas la faute du malteur. Lui, il vous a donné des enzymes, donc elle doit travailler à cette température-là. D'où le malt. Vous voyez, j'ai des enzymes. Mon job de malteur, c'est de produire des enzymes à partir d'une orge de qualité brassicole. Des enzymes vont agir au cours du maltage pour donner de la friabilité à mon malt, pour diminuer le taux de bêta-glucane, pour donner de l'azote aminé libre. Et ensuite, je vais avoir mes amylases qui sont là et que je vais faire agir ensuite derrière. Voilà. Donc voilà votre malt. Donc, le malt,
Vous voyez, il contient des enveloppes. Enveloppe qui va servir à la filtration de la mèche. Le malt contient des gros granules d'amidon et des petits granules d'amidon. Les petits granules d'amidon, ils restent dans les drèches. Donc je ne lave pas à une température supérieure à 78, sinon les petits granules ils s'empèsent et je les retrouve dans le bout. Pas terrible. Donc les gros granules d'amidon que je vais en peser cette année à 65-66, en fonction des paliers de température, des pH, mes amylages vont agir. J'ai des protéines, donc protéines des mousses, protéines de la truffe, j'ai aussi des protéases, donc qui peuvent agir un petit peu au palier à 45. J'ai très peu de bêta-glucane. Bon, si j'en ai un peu plus, je sais qu'en travaillant à 45-50 degrés, les bêta-glucanases que le malteur m'a fait peuvent agir. Ensuite, j'ai des arabinoxylanes ou des pentosanes. Le malteur m'a produit des arabinoxylanases, donc palier 45-50. J'ai de la lipoxygénase, donc ça, il ne faut pas que le malteur m'en fasse de trop. Donc ça, c'est son palier à 85 degrés. Et ensuite, j'ai des vitamines, j'ai des minéraux, c'est pas mal. J'ai des nitrosamines pas terribles, c'est ce qui a donné le cancer aux gros buveurs de bière dans les années 1980. Donc je vais dire au malteur, ok, moi les contaminants, j'en veux pas parce que je veux pas donner le cancer à mes consommateurs de bière. Je dis sur mon étiquette que ça contient de l'alcool, mais je veux pas de contaminants parce que pas terrible. Hein. Donc j'y fais très très attention. Il y a une chose sur laquelle je dois être intransigeant sur les contaminants. Allez, si la friabilité est un peu basse, j'accepte. S'il y a des contaminants, j'accepte pas parce que derrière, j'allais dire, ça peut être la sécurité de mon consommateur. Donc j'y fais très attention parce que c'est lui qui paye ma bière. Hein, et j'ai pas envie de lui donner le cancer. Et regardez votre malt, il intervient partout. C'est-à-dire, le malt, il est hyper fonctionnel. Il intervient du moulin, il intervient au niveau de la cuve matière, il intervient au niveau de la filtration de la mèche, il intervient au niveau de l'ébullition, il intervient au niveau de la fermentation. Bon, si vous ne filtrez pas la bière, ok, pas grave. Et il intervient au niveau de la qualité finale de la bière. Donc ça veut dire que si le malt que vous utilisez est de mauvaise qualité, ne vous attendez pas à faire une bière de qualité, c'est impossible. C'est impossible. Donc voilà. Et le malt, il est hyper fonctionnel. C'est ma matière première principale en brasserie. C'est pas le houblon, hein, et c'est pas l'eau, c'est le malt. Donc j'y fais très très attention et je suis très très exigeant vis-à-vis du malteur. Donc, derrière tout ça, vous voyez, je vais avoir des analyses. Bon, peut-être pas pour un brasseur artisan, peut-être pas les 15-20 comme demande M. Henneken ou M. Cronenbourg. Donc, je lui en ai demandé un peu pour m'assurer que derrière, j'allais dire, le malt que je vais lui acheter va me permettre de produire une bière de qualité. N'oubliez pas, un malt de mauvaise qualité, la bière sera de mauvaise qualité. Un malt de bonne qualité, la bière peut être de mauvaise qualité. Voilà, si vous faites n'importe quoi dans votre process. Et là, ce n'est pas le malteur qui est responsable, c'est vous, en direct. Parce que moi, si je suis malteur, je vous ai donné des enzymes qui travaillent à une certaine température. Si vous faites n'importe quoi, une certaine acidité, c'est plus ma faute, c'est de votre faute. Hein. Donc vous voyez, c'est assez complexe. Hein. Donc ce que vous devez vérifier, vous voyez, visuellement, vous avez des yeux, vous avez une bouche, vous croquez le malt, vous regardez le malt, voilà, vous sentez le malt. Cet après-midi, on va faire un test senso sur le malt. C'est quelque chose de très important. Vous voyez, vous avez des yeux. La première chose, si vous voyez des choses pas terribles, ok, et ça doit correspondre. Et vous voyez ici, je prends le malt, moisissure et tout ça. Dès que je vois des moisissures, ça ne rentre pas dans mon process. Tout ça, allez, à la poubelle. Aucune. Vous voyez, quand vous voyez des infections comme ça, ça ne rentre pas. Là, c'est des contaminants. Et là, c'est très risqué. Donc, on ne fait pas. Donc, le calibrage du malt. Donc, évidemment que je vais demander au malteur le maximum de gros grains, parce que dans les petits grains, il y a moins d'amidon. Et souvent, dans les petits grains, j'ai les moisissures et le maximum de contaminants. Donc, je vais lui demander, vous voyez, cahier des charges, 90% des grains que je reçois doivent être supérieurs à 2,5. Et avec vos yeux, vous voyez, on voit facilement si le malteur me livre quelque chose de bon ou pas bon. Donc, ce que je vous conseille en tant que brasseur, quand vous recevez du malt, de faire un prélèvement aléatoire dans un des sacs de 200 grammes et vous vérifiez pour savoir qu'est-ce qui vous a livré. Vous voyez, vous pouvez avoir des cailloux. Bon, pas terrible pour le moulin, de l'ergot, pas terrible, hein. Vous voyez, la réglementation aujourd'hui européenne, 0,05% d'ergot. Demain, ça va passer à 0,02% d'ergot. Il est interdit de brasser si j'ai plus que ça. C'est la loi européenne.
Alcaloïdes d'ergot. Bon, on sait que les alcaloïdes d'ergot ne passent pas dans la bière. Ils restent dans les drèches, ça peut donner des vaches folles. Donc, OK, je ne fais pas, c'est interdit par la loi. Donc, j'y fais très attention. Vous voyez, vous retrouvez un grain d'ergot dans le malt, là, vous stoppez tout. Vous stoppez tout. Donc, interdit. Là, ce n'est pas moi, c'est l'Europe. Donc, vous voyez, une inspection visuelle, vous apercevez que vous avez pas mal de grains sans enveloppe. Ça veut dire que vous pouvez avoir des problèmes de filtration. Vous voyez, je vous ai mis la norme, moins de 15%. Donc, j'y fais attention. Des grains moisis, pas terrible. Mycotoxines, pas terrible pour la santé de mon consommateur. Gushing, pas terrible. Donc, je contrôle, j'ai des yeux. Vous voyez, c'est facile à savoir. Les grains cassés, parce que c'est souvent soit mal désagrégé, souvent on a des moisissures dessus, puis ça peut être mal concassé. Les cailloux, voilà, les cailloux, c'est pas terrible pour le moulin. Bon, il y en a toujours un peu, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de cailloux. Et j'ai pas envie d'acheter des cailloux, hein. J'ai envie d'acheter du malt. Hein. Donc, vous voyez, tout ça, c'est visuel. Vous avez des yeux, vous avez un nez, vous avez une bouche, vous contrôlez ce que vous réceptionnez. Vous me faites un échantillon représentatif. Donc, si vous recevez 10 sacs, sur un sac, vous me prenez ça. Hop, une de moins. Hop, et là. Voilà, donc l'humidité, 4,5. Voilà, c'est pas 5,5, c'est pas 4, c'est 4,5. Donc ça, vous ne le savez pas. Si en croquant, si vous croquez votre malt et vous sentez une certaine flexibilité sur les dents, ça veut dire que le malt, il a repris de l'humidité. N'oubliez pas que chaque lot de malt que vous recevez, vous devez avoir le bulletin d'analyse. C'est la loi. Ouais. Je veux la traçabilité, donc vous êtes obligé, le malteur est obligé de vous donner le bulletin d'analyse du malt que vous recevez. Et dans le bulletin d'analyse, vous aurez l'humidité. Et en croquant, vous verrez si le malt est un petit peu humide. Et en plus, en tant que brasseur, j'ai envie d'acheter de l'amidon, je n'ai pas envie d'acheter de l'eau. Ensuite, les protéines totales, vous voyez, 9,5, 11,5. Pas assez de protéines, problème de mousse. Trop de protéines, problème de filtration, problème de trouble. Bon, même si je fais des bières troubles, à un moment, si c'est trop trouble, c'est pas terrible. Donc, ça doit être aussi dans le bulletin d'analyse. La friabilité, qui me permet de savoir si le malteur a bien désagrégé, a bien dégradé les bêta-glucanes. Vous voyez, je vous ai mis en fonction des orges hiver, des orges de printemps, 90, 95, 75, 95. Si c'est trop bas, vous aurez des problèmes d'extrait et de mouture. Si c'est trop élevé, vous allez avoir des problèmes de filtration parce que votre malt, vous allez le concasser finement. Vous voyez, pas trop bas, pas trop haut. Hein. Le malt, c'est toujours comme ça. Hein. Voilà la friabilité. Vous voyez ici, vous avez l'exemple d'un malt de très bonne qualité. Et vous voyez ce que ça donne. Bon, vous n'avez pas de friabilimètre, hein, mais utilisez vos dents. Vous croquez, vous voyez que c'est dur, ça veut dire que ce n'est pas terrible. Donc si ce n'est pas terrible, derrière ça, là, les rendements de la salle à brasser, je ne vous dis pas, ça ne va pas être terrible. Hein. Donc vous allez donner à manger au cochon, mais vous n'allez pas faire de l'alcool derrière. Ensuite, le pouvoir diastasique, ça c'est la bêta-amylase. L'enzyme responsable de mes sucres fermentés cibles. Donc, si le malteur vous livre un malt dont le pouvoir diastasique est trop faible, vous n'attendez pas à faire beaucoup de sucres fermentés cibles. Vous allez dire comment ça se fait, j'ai des arrêts de fermentation. Et si le malteur vous livre un malt dont le pouvoir diastasique est très élevé, vous allez dire comment ça se fait, ma bière est aqueuse. Trop de sucres fermentés cibles. Donc, si vous ne connaissez pas le niveau de pouvoir diastasique de votre malt, je ne sais pas comment vous pouvez brasser. Si j'ai un pouvoir diastasique trop élevé, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de faire 30 minutes, je vais en faire 15 minutes. Voilà. Ensuite, la température d'empesage. À chaque nouvelle récolte, le malteur doit vous dire, OK, cette année, la température d'empesage de l'amidon, c'est ça. Donc, on le fait à IFBM. Hein. Bon, sur les zones de grosse production d'orge. Évidemment que l'orge de Bretagne, l'orge du sud de la France, on ne le fait pas. Donc, il faudra demander à votre malteur, ça coûte 60 € de le faire chez nous, quelle est la température d'empesage. Ça veut dire à quelle température je vais brasser pour faire mes sucres fermentés cibles. Et si c'est 66, mon palier n'est pas à 64. Hein. Il est à 66. Sinon, pas terrible. Donc ensuite, on va au labo, le malteur peut faire ça, va vous faire un brassin. Vous voyez, brassin 1907. Ça n'a rien à voir à ce qu'on fait, mais bon, aujourd'hui, on l'utilise encore.
Bon, il faut savoir que ce brassin-là, il donne quelques idées sur la qualité du malt, mais il a des imperfections. Vous voyez, le diagramme de brassage, je fais 45 minutes à 30 degrés, ensuite je monte à 70. C'était en 1907, parce qu'en 1907, on ne savait pas comment les enzymes travaillent. Aujourd'hui, on sait, on devrait faire plutôt un palier à 65. Mais bon, pour l'instant, on a du mal à faire bouger un petit peu ce monde-là. Mais sachez qu'un bulletin d'analyse, il a certaines imperfections. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dessus? L'extrait. Quel est le potentiel d'extrait du malt? Qu'est-ce que je vais récupérer? Qu'est-ce que je dois récupérer dans ma salle à brasser pour calculer mon rendement de la salle à brasser? Ça va me donner aussi la couleur. Est-ce que le malt que j'ai acheté a une couleur trop faible ou trop élevée? Si je veux faire une pisse et la couleur est trop élevée, boum, hop, je fais une PLL. Donc, ensuite, la viscosité. Là, problème de filtration. Et si je n'ai pas assez d'azote aminé, vous voyez, ma levure n'est pas contente. Vous voyez, vous avez ces paramètres-là. Vous devez les avoir. Si vous ne les avez pas, je ne sais pas comment vous pouvez brasser. Parce qu'il vous manque ces informations-là. Et vous dites à la fin comment ça se fait, j'ai des problèmes de process. Bon, qui peut venir du brasseur. Ensuite, il y a les nitrosamines. Ça, c'est ce composé cancérigène qui a donné le cancer dans les années 1980 des grands buveurs de bière, qui est produit au cours du tourraillage avec le NOx de l'air. Donc, pour l'éviter, on souffre. Vous voyez, la norme 2,5 ppb. C'est quasiment rien. Donc, le malt que je dois recevoir doit avoir un niveau de nitrosamine inférieur à cette norme-là. C'est-à-dire, je peux accepter des niveaux de protéines légèrement différents. Les contaminants, la réponse est non. Sinon, on met toute notre filière en péril. Vous ne voyez pas 60 millions de consommateurs qui disent les bières artisanales contiennent un cancérigène. Allez, on ferme tous notre boutique. Donc là, non, on y fait hyper attention. Le gueuching, il faut savoir que 90-95% du gueuching en brasserie artisanale, c'est dû au mauvais choix de la levure. Il vous reste 5 à 10% qui peuvent dire du malt. D'où ça vient? Moisissures qui peuvent se développer un peu comme cette année au champ où il a fait un peu humide au cours du stockage. Donc on a des tests et on s'assure que le malt que j'achète n'est pas responsable du giclage. Mais n'oubliez pas, 90% du giclage en brasserie artisanale vient du mauvais choix de la levure. Mais si vous avez le bon choix et vous avez du giclage, là vous pouvez vous retourner sur le malteur en disant peut-être que votre malt est gueuching. Et pour savoir si c'est ça, quand vous recevez votre malt, vous me prenez un échantillon que vous mettez dans une boîte en plastique. Et si vous n'êtes pas d'accord, ensuite on va faire des analyses. Si vous ne gardez rien, je peux vous assurer que le malteur il dira allez vous faire voir. Donc les contaminants, les pesticides, on a des normes sur orge, on n'a pas des normes sur malt. En France, on a une liste de produits positifs. Voilà, on n'utilise pas n'importe quoi en France comme produit phyto. Ensuite, on a toutes les mycotoxines. Il faut savoir que les phytos, les niveaux, c'est à peu près 1000 à 10 000 ppb. Vous voyez, dès que je descends sur les mycotoxines, je suis à 2-3 ppb. Tout ce que je vous ai mis en gras, c'est des normes. Donc, moi, je ne peux pas rentrer, je n'ai pas le droit, c'est interdit de rentrer et j'ai interdit de brasser si c'est supérieur à ces normes-là. Donc, il faut que le malteur me prouve que c'est bon. Ensuite, les autres, ça, c'est des normes que j'ai mis à moi parce que je sais que c'est important derrière. Et les nitrosamines, 2,5 ppb. Donc, ça, c'est important. Vous voyez ici, bon, vous verrez, je vous ai mis un tableau avec toutes les analyses, les normes, orge printemps, orge hiver, et à quoi ça correspond. Voilà, ici, je vous ai mis en gras. Vous voyez, en gras, c'est vraiment ce qui est nécessaire. Le minimum syndical que je dois avoir sur mon malt pour m'assurer derrière que j'ai bien processé. Ensuite, cet après-midi, ce qui est très important, le malt que vous achetez, évidemment, il a des caractéristiques fonctionnelles, mais il a un impact sur la qualité finale de ma bière. Donc aujourd'hui, ça vient des États-Unis. Je peux vous assurer que les brasseurs américains, ce qui est physico-chimique, ce n'est pas leur truc. Ce qui est senso, c'est hyper important. Et je peux vous assurer qu'entre un malt pils et un autre malt pils, on voit des sacrées différences. C'est très facile à faire. Voilà. Donc ensuite, quelques mots sur les maltes colorés. Vous voyez que maintenant, je ne l'appelle plus malt coloré. Ça, c'est la classification. Je crois qu'en fin d'après-midi, il y a Malterie du Château qui va vous faire une présentation sur les différents maltes colorés. L'information que je vais vous donner ici, ça ne s'appelle plus des maltes colorés, ça s'appelle des maltes aromatiques.
Quand j'achète ces maltes-là, je vais avoir des notes de chocolat, des notes de café, des notes de biscuits, des notes de prunes. Voilà, la couleur, rien à foutre. Moi, je sais régler la couleur. Par contre, les arômes, je ne sais pas. Vous voyez, c'est très important. On n'appelle plus ça des maltes colorées, on appelle ça des maltes aromatiques. Et regardez, voilà ce qu'il doit vous apporter. Donc, en fonction des maltes aromatiques que vous avez achetées, en fonction des malteurs, vous voyez les notes aromatiques. Et je peux vous assurer que ces notes aromatiques-là, vous allez les retrouver dans la bière. Et si vous avez des gouttes brûlées sur votre malt aromatique, vous allez retrouver le goût de brûlé dans votre bière. Donc, j'y fais très, très attention. Donc, voilà, il y a une note. Vous voyez, on a même fait un YouTube sur IFBM. Je vous conseille de le faire. Et là, vous verrez, quand vous achetez des maltes, à quoi ça correspond. Vous voyez, la couleur, je m'en fous qu'il fasse 900 en 100. Moi, ce que je veux, c'est l'arôme derrière. Et en faisant cette technique-là, je peux vous assurer que vous allez sentir si le malt aromatique, il est bon ou il est mauvais, s'il va donner un bon goût à votre bière ou un mauvais goût à votre bière. Voilà. Merci de votre attention. Donc, vous avez mon mail et je pense que ma présentation sera en ligne. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis... Merci Patrick pour toutes ces informations essentielles. Il nous reste peu de temps pour les questions puisque la prochaine conférence se tiendra dans un quart d'heure. Mais bon, voilà, Patrick est disponible au stand de l'IFBM, donc vous pourrez aller le voir. Il y a une ou deux questions là. Mais, par contre, une ou deux questions, on peut brièvement... Pour en faire partager tout le monde. Oui. Non. Non, pas de questions. Ok. Bon, bah alors voilà, rendez-vous sur le stand de l'IFBM. Ok, bah merci. Pour voir Patrick pour vos questions particulières. Je vous informe que cette conférence sera mise en ligne, enfin la présentation sera mise en ligne d'ici une quinzaine de jours. Pour cela, il suffit de vous inscrire à l'accueil du salon, et effectivement en donnant vos coordonnées et on vous enverra un lien pour pouvoir la télécharger. Je pense que vous serez nombreux à le faire. Et puis je vous rappelle que la prochaine conférence a lieu à 12h30, donc dans un quart d'heure, et aura trait aux bières sans alcool ou faiblement alcoolisées en microbrasserie. Voilà, merci de votre attention, à bientôt.